Alors, les causes de l'engagement politique ont longtemps fait débattre les politistes, et notamment à partir des études d'un certain économiste, Moncure Olson, qui parle du paradoxe de l'action collective, paradoxe qui est le suivant. Moncure Olson note que certains individus, malgré le fait qu'ils disposent d'intérêts communs, qu'ils aient intérêt à lutter face à un ennemi commun, à se mobiliser, ne se mobilisent pas. Alors pourquoi, dans certaines circonstances, certains individus vont-ils se mobiliser, alors que dans d'autres, malgré ces intérêts communs, ils ne vont pas se mobiliser? Là est toute la question à laquelle ont essayé de répondre les politistes. Alors, Moncure Olson a un premier élément de réponse en distinguant les coûts qui sont supportés d'un point de vue individuel, par les individus qui par exemple font grève. Ces coûts sont financiers. L'individu qui fait grève tire un trait sur une journée de salaire. De la même façon, il doit payer des frais de transport pour aller manifester, etc. etc. Et à contrario, les gains qui sont attribués aux individus grâce au mouvement collectif, eh bien ces gains sont collectifs et ils sont apportés aux individus, qu'ils aient ou non participé au mouvement collectif, qu'ils aient ou non subi les coûts individuels. Par conséquent, cet antagonisme, cette différence entre d'un côté les coûts individuels et les gains collectifs laisse planer en fait l'esprit, va provoquer un comportement de ce que Moncure Olson appelle le passager clandestin ou free rider dans le texte, c'est-à-dire des individus qui vont essayer de profiter d'une situation, de profiter des gains sans supporter les coûts individuels. En d'autres termes, par exemple, un individu ne fait pas grève, mais va tout de même profiter des gains de la grève, par exemple d'une hausse de salaire acquise grâce à la grève. Alors, la conséquence, note Moncure Olson, c'est que si tous les individus adoptent cette stratégie du passager clandestin, eh bien, il y a le risque de non-mobilisation, c'est-à-dire que personne ne va se mobiliser. De la même façon, on peut également dire que certains mouvements collectifs ne prennent pas l'ampleur qu'ils pourraient prendre. Pourquoi? Eh bien parce que des individus vont certes supporter, adhérer au mouvement collectif, mais sans s'y engager. On peut penser par exemple au mouvement des Gilets jaunes, qui a été à certaines étapes du mouvement très soutenu par la population française, notamment dans les sondages. Néanmoins, très peu de Français, parmi ces Français qui adhéraient au mouvement des Gilets jaunes, se sont investis dans le mouvement, c'est-à-dire ont supporté les coûts d'un engagement individuel. Malgré ce fort risque du passager clandestin, on note bien qu'il y a des mobilisations collectives dans l'actualité et que des mouvements collectifs se développent. Eh bien, à quoi est-ce lié? C'est lié en grande partie au fait qu'il y ait des solutions pour lutter face à ce problème du passager clandestin. Il y a des solutions qu'on appelle des incitations sélectives. Alors les politistes parlent d'incitation sélective pour désigner tous les mécanismes mis en place par des organisations qui vont à la fois baisser le coût de la participation au mouvement collectif et ou augmenter le coût de la non-participation au mouvement collectif, ce qui va encourager l'engagement individuel. Alors, ces incitations sélectives sont de deux ordres. Il y a d'un côté les incitations positives qui vont consister à attribuer des services uniquement aux membres d'un mouvement collectif, aux membres d'une organisation. D'un autre côté, on a les incitations cette fois négatives qui visent à pénaliser ceux qui ont refusé de s'engager dans un mouvement, ceux qui ont refusé d'adhérer à une organisation. Alors prenons un exemple. Pour les incitations positives, on peut noter par exemple qu'aux États-Unis, seuls les membres du syndicat du bâtiment peuvent ensuite prétendre à un emploi dans le bâtiment. D'un autre côté, pour les incitations cette fois négatives, très souvent cela ne passe pas par une sanction financière, mais plutôt par une stigmatisation. Le fait de pointer du doigt
de catégoriser négativement certains individus. Par exemple, dans le mouvement ouvrier, il y a eu souvent une tradition, c'est-à-dire de désigner, de pointer du doigt quelqu'un qui n'a pas participé à une grève en le traitant, par exemple, de jaune. Les individus qui s'engagent dans la politique peuvent également bénéficier d'un certain nombre de rétributions qui expliquent leur engagement. Ces rétributions peuvent être matérielles. Pensons à des dirigeants, par exemple d'un parti politique, qui vont toucher un salaire qui leur permet de vivre de la politique. D'un autre côté, ces rétributions peuvent être d'un ordre symbolique. Ces mêmes dirigeants vont ainsi bénéficier d'un prestige, celui de mener une organisation politique. De la même façon, c'est bien ces rétributions symboliques, c'est ce prestige qui va inciter des individus, des militants, à s'engager d'un point de vue politique. Les militants vont ainsi bénéficier de deux choses. Déjà, ils vont bénéficier d'un réseau de sociabilité, d'un réseau amical. En effet, le fait de faire partie d'un mouvement collectif comme celui des Gilets jaunes permet de nouer de nouvelles relations et d'entretenir des relations amicales avec de nouveaux individus, de partager des moments conviviaux, comme ce fut le cas, par exemple, autour des ronds-points. D'un autre côté, une autre rétribution symbolique importante est le sentiment qu'ont ces individus qui font partie d'un mouvement collectif de se battre, de défendre et surtout de faire avancer une cause qui leur est chère. Ainsi, un auteur, Doug McAdam, a écrit sur le mouvement du Freedom Summer de 1964, un mouvement étudiant mené par des populations blanches qui visait à défendre les droits des populations afro-américaines aux États-Unis. Eh bien, Doug McAdam nous explique que c'est bien ce sentiment d'essayer de faire avancer une cause qui a incité ces étudiants à s'engager malgré les nombreuses violences physiques auxquelles ils ont dû faire face. Et cet engagement politique a permis à ces étudiants d'obtenir une image valorisante. Enfin, on peut dire également que les raisons de l'engagement politique dépendent du degré d'ouverture du système politique aux revendications. On nomme ainsi ce degré d'ouverture la structure d'opportunité politique, structure qui dépend de différents critères. Ainsi, on peut citer parmi ces critères le fait que le système politique soit plus ou moins ouvert aux mobilisations collectives. Alors déjà, qu'il tolère ces revendications collectives comme par exemple des manifestations, premier point, mais également deuxième point, qu'il entende ces revendications collectives, puis qu'il les traduise par exemple au travers le vote de lois. Ainsi, on sait bien que certains mouvements collectifs, comme par exemple durant la période du printemps arabe, ont été réprimés. On peut penser par exemple aux manifestations au Caire. Alors ici, les revendications collectives sont bien moins entendues que par exemple des manifestations dans des pays par exemple scandinaves. Deuxième élément, la structure d'opportunité politique dépend également de la capacité du système politique à satisfaire ces fameux mouvements. Et ici, on peut noter qu'il peut y avoir bien des obstacles qui vont un petit peu s'opposer à ces mouvements collectifs et qui vont les empêcher d'obtenir satisfaction. Ainsi, prenons un exemple, le fait par exemple qu'au travers de la politique environnementale, comme on l'a déjà développé, vont se dresser un certain nombre d'obstacles, comme le fait que le ministre de l'Environnement trouve des adversaires, comme le ministre de l'Économie, mais également ne dispose pas beaucoup de personnel dans son ministère, ne dispose pas assez de moyens financiers pour pouvoir traduire ses volontés en actes politiques. De la même façon, on peut noter la présence de contre-pouvoirs au travers d'un système politique comme par exemple le système américain. Rappelons-nous que par exemple, lorsque
Barack Obama met en place l'Obamacare afin de permettre aux Américains les plus populaires d'obtenir une couverture maladie, eh bien les États fédérés, les États-Unis étant un État fédéral, les États fédérés se sont opposés à cette démarche et ont pu mettre ainsi des bâtons dans les roues face à ce projet de Barack Obama. Alors, troisième élément qui est central également dans cette structure d'opportunité politique, c'est le moment, l'échéance. Ainsi, on sait bien que juste avant une échéance importante comme une élection par exemple présidentielle, ces périodes préélectorales sont très importantes pour un mouvement collectif. Et un mouvement collectif a beaucoup de chances d'obtenir satisfaction s'il se mobilise juste avant une élection. Pourquoi? Eh bien parce que les candidats vont s'empresser d'écouter ces revendications, vont s'en faire les porte-paroles, puis si ces candidats sont élus, ils vont, une fois au pouvoir, devoir voter des lois qui répondent aux attentes de ces mouvements. Pourquoi? Car ils les ont inscrits tout simplement dans leur programme de campagne. Citons enfin deux derniers éléments qui vont favoriser ou non le développement de mouvements collectifs dans un système politique. C'est tout d'abord la présence de relais influents dont peuvent bénéficier ou non les mouvements collectifs. Et deuxième point, l'importance des divisions entre les élites, l'importance des divisions entre les forces politiques, des divisions qui peuvent permettre au mouvement collectif de se faire entendre. Ainsi, ces deux derniers éléments sont parfois liés, comme le montre l'exemple suivant. On est en 1994 quand le Premier ministre, Édouard Balladur, reçoit à Matignon l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui, durant cette année, lance une campagne importante de mobilisation contre le mal-logement à Paris. Eh bien, cette invitation d'Édouard Balladur auprès de l'abbé Pierre est tout sauf innocente. En effet, Édouard Balladur est ici dans une stratégie politique. Pourquoi? Eh bien parce que le maire de Paris est à cette époque Jacques Chirac. Jacques Chirac qui se présente en 1995 à l'élection présidentielle contre Édouard Balladur. L'invitation de l'abbé Pierre à Matignon est déjà une première étape dans la campagne qui opposera ainsi Jacques Chirac à Édouard Balladur et qui verra triompher, bien évidemment, Jacques Chirac. Ainsi, on voit bien au travers de cet exemple que déjà la présence de relais, comme l'abbé Pierre pour le mouvement visant à lutter contre le mal-logement, mais également la division des forces politiques entre d'un côté Jacques Chirac et de l'autre Édouard Balladur, eh bien ces deux éléments sont essentiels pour permettre à des mouvements collectifs de se faire entendre. Alors, pour bien comprendre qui s'engage politiquement, il faut bien comprendre que l'engagement politique dépend de caractéristiques dites socio-démographiques. Ces caractéristiques socio-démographiques, ce sont tout simplement l'ensemble des caractéristiques sociales d'un individu. Il peut s'agir bien évidemment de son sexe, de son âge, de sa PCS, de son niveau de diplôme ou encore de son lieu de vie sur le territoire. Eh bien, toutes ces variables vont directement impacter l'engagement politique en le favorisant ou au contraire en le freinant. Alors, premier élément, le niveau de diplôme. Niveau de diplôme qui est intrinsèquement lié à l'origine sociale et à la PCS de l'individu. On constate par exemple que les individus les plus diplômés s'engagent davantage dans des associations, à contrario des individus peu diplômés, par exemple des individus qui ont un diplôme inférieur au baccalauréat. Alors ici, il y a quand même une différence en termes d'association. On sait par exemple que les personnes qui ont un diplôme supérieur au baccalauréat s'engagent davantage dans des associations de type humanitaire, mais également associations culturelles ou encore de défense de droits. A contrario, les personnes peu diplômées s'engagent davantage dans des associations non politiques, mais par exemple des associations sportives. Alors, deuxième élément important sur lequel va jouer le diplôme et la PCS, il s'agit du vote et du militantisme. En effet, on sait bien que les catégories populaires, qui sont très souvent
des catégories peu diplômées et qui sont également très souvent des personnes qui sont dans la PCS, des ouvriers ou des employés, eh bien ces personnes s'abstiennent beaucoup plus que les personnes issues des catégories supérieures. Catégories de personnes qui ont un diplôme supérieur au baccalauréat et qui sont davantage dans la PCS des cadres. Alors, comment expliquer cet écart entre les catégories populaires et supérieures? Eh bien, par le fait que les catégories populaires ne maîtrisent pas tous les enjeux de la compétition politique, ne connaissent pas forcément les différences entre les différents candidats et ont du mal à cerner les enjeux techniques qui se cachent derrière les propositions et les différences de candidats. De la même façon, pourquoi ces catégories populaires militent moins, sont moins des militants politiques? Eh bien parce que leur capital culturel, au sens de Pierre Bourdieu, est différent. Eh bien parce qu'elles n'ont pas le capital culturel qui permet par exemple de parler en public, de rédiger des tracts, car à la fois dans leur manière d'être, de faire et dans leur savoir, ces compétences requises pour militer, eh bien, ne sont pas au rendez-vous. Alors, par conséquence, un auteur, Daniel Gaxi, parle dans la démocratie, notamment dans la démocratie française, de sens caché pour évoquer cette exclusion des catégories populaires du système politique. Alors, il reprend l'expression de sens qui fait référence au suffrage censitaire, un suffrage qui a cours en France jusqu'à 1848 pour les hommes et qui consistait à mettre à l'écart les individus masculins qui ne disposaient pas de revenus financiers importants, qui ne faisaient pas face à un seuil d'imposition élevé afin d'exclure les catégories populaires du vote. En 1848, on instaure en France le suffrage universel, mais attention, uniquement masculin, et qui laisse encore de côté le droit de vote des femmes. Alors le constat de Daniel Gaxi, c'est donc de dire que en réalité, en France, même si aujourd'hui, et heureusement, toutes les catégories, même les femmes, ont le droit de vote, et que la démocratie française prétend que tout un chacun est à égalité devant le vote, eh bien en réalité, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien parce que tous les individus ne disposent pas des mêmes armes face au vote, des mêmes armes culturelles qui permettent de bien cerner les enjeux du vote pour ensuite s'exprimer très clairement en ayant en somme connaissance de cause. Deuxième variable socio-démographique cruciale pour l'engagement politique, il s'agit bien sûr de l'âge. En effet, on sait bien par exemple concernant l'engagement associatif que les plus de 65 ans s'engagent davantage dans les associations que la tranche des 16-24 ans. De la même façon, on sait bien également, et ce à partir des travaux d'un auteur, Jacques Yon, que ces différences d'âge sont intrinsèquement liées aux différences de génération. Différences de génération qui vont directement impacter l'engagement politique. Alors par exemple, Jacques Yon note que les anciennes générations avaient davantage tendance à exercer ce qu'il nomme un engagement militant. Ainsi, ces anciennes générations avaient toute confiance envers un parti politique, un syndicat, s'en remettaient au parti et au syndicat et exerçaient un engagement total auprès de ces partis et de ces syndicats. Un engagement qui pouvait parfois aller au détriment de leur vie privée. Par exemple, ces personnes pouvaient consacrer une énorme énergie, un énorme temps personnel pour ces partis et ces syndicats. De la même façon, ces anciennes générations s'en remettaient énormément au vote pour exprimer leur opinion politique et avaient réellement une culture du vote. On sait bien par exemple que pour elles, voter était un devoir et que s'abstenir, par exemple, n'était pas envisageable. A contrario, note Jacques Yon, dans les années 90, va émerger une nouvelle génération qui, elle, fait preuve d'implication dite distanciée. En effet, ces nouvelles générations s'en remettent non plus aux partis et aux syndicats, mais par exemple aux associations, aux ONG, au travers du bénévolat.
De la même façon, cette nouvelle génération n'est pas moins politisée, hein, n'est pas dépolitisée, comme le dit Jacques Yon, mais s'exprime différemment. Elle va s'exprimer notamment au travers de la participation politique dite non conventionnelle, au travers de pétitions, de boycotts, de manifestations, etc. Et à contrario de la précédente génération, elle ne va plus voter, mais parfois s'abstenir. S'abstenir également pour parfois montrer son désaccord avec la politique et avec la démocratie représentative envers les élus. Enfin, note Jacques Yon, cette nouvelle génération fait preuve d'un engagement qu'il appelle un engagement post-it. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'engagement de cette nouvelle génération envers une cause n'est pas durable. Cette nouvelle génération ne va pas choisir une cause ou un parti et s'engager sur la durée pour ce parti et pour cette cause. En effet, elle ressent le besoin d'avoir une liberté d'implication, une liberté de s'investir politiquement, de choisir ses causes à la carte et de faire preuve d'implication ponctuelle. Alors, l'impératif ici, c'est bel et bien l'épanouissement personnel. L'individu passe avant la cause, à contrario de tout à l'heure l'ancienne génération. Et ainsi, par exemple, le mode de la pétition, hein, d'expression politique, est bien caractéristique de cette volonté, hein, d'un engagement post-it, c'est-à-dire que tout un chacun peut décider de signer une pétition une fois pour la souffrance animale, une fois pour l'environnement, une fois pour les droits de l'homme. Cela prend peu de temps, cela ne prend pas le pas sur la vie privée et cela peut être très ponctuel. Cela dépend, hein, tout simplement de l'individu qui va choisir ou non, à telle période de sa vie, de plus ou moins participer politiquement, et ce de manière non conventionnelle. Un troisième grande variable sociodémographique sur laquelle on doit se concentrer, c'est bien la variable du genre. On sait en effet que les femmes s'engagent moins politiquement que les hommes, que les femmes sont par exemple moins militantes, que cela soit dans les partis ou dans les syndicats, que les hommes. Et bien pourquoi? Il y a trois grandes causes à évoquer concernant cette inégalité de genre. La première, c'est ce que les politistes ont nommé le triple agenda, qui est difficile à tenir pour une femme qui souhaite s'engager politiquement. Pourquoi? Eh bien parce qu'une femme qui s'engage politiquement fait face à un triple agenda au sens où elle doit mener trois vies difficiles à conjuguer, à tenir. Pourquoi trois vies? Eh bien parce qu'elle mène une vie domestique. Et on connaît bien l'inégale répartition, hein, notamment des tâches domestiques dans le foyer. Deuxième vie que les femmes doivent mener, c'est la vie professionnelle, la vie de travail. Enfin, dernière vie que les femmes mènent dans ce cadre de configuration, eh bien c'est bien la vie militante, au travers d'un parti ou d'un syndicat. Eh bien, ces trois vies sont difficiles à tenir pour une seule et même personne. Deuxième facteur essentiel qui est important à évoquer, c'est le fait que les femmes sont peu syndiquées. Pourquoi? Eh bien parce que les femmes font face à certains types de contrats de travail, dits des contrats précaires. Pour rappel, les contrats précaires, ce sont par exemple les contrats en CDD. Or, le CDD n'est pas favorable à la syndicalisation. Pourquoi? Eh bien parce que la personne a peur qu'en se syndiquant, le chef d'entreprise ne renouvelle pas son CDD. Deuxième contrat précaire qui n'est pas favorable à la syndicalisation, c'est le temps partiel. Le temps partiel, du coup, qui consiste à ne pas réaliser un temps plein de 35 heures dans l'entreprise, n'est pas favorable à la syndicalisation. Pourquoi? Eh bien parce que la personne passe peu de temps dans l'entreprise. Donc ne va pas, par conséquence, s'engager politiquement, s'engager dans cette vie d'entreprise. Enfin, dernier facteur qui explique ce moindre militantisme politique, c'est la socialisation genrée. En effet, on sait bien que les normes et valeurs transmises aux petites filles et aux petits garçons sont différents dès le plus jeune âge. Eh bien, ceci explique le moindre engagement politique. Pourquoi? Eh bien parce qu'on constate, par exemple, que le goût de la contestation, le goût de l'implication dans un mouvement collectif, le goût de l'implication dans une action collective pour défendre des normes et des valeurs est davantage transmis aux petits garçons que petites filles dès le plus jeune âge.
eh bien, cette socialisation genrée, eh bien, encore dans un nouveau domaine, cette fois l'engagement politique, va encore une fois retranscrire, provoquer des inégalités.